C'est même étonnant de voir à quel point les personnes ont peu conscience de ne pas se connaître. C'est en l'écoutant qu'on va se rendre compte le décalage qui peut exister entre ce qu'elle est et ce qu'elle pense être. Nous avons appris un mode d'emploi et ce mode d'emploi peut nous amener à être très différents de ce que nous sommes, ne pas montrer à notre moi intime d'une certaine façon et nous cacher derrière une personnalité de façade. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Si vous suivez ce podcast, vous devez connaître une de mes convictions les plus profondes. Il est essentiel d'apprendre à se rencontrer, à être en paix avec soi. Ça vaut la peine. C'est vraiment ce qui peut nous faire le plus de bien. Arrêter de nous ignorer, de nous maltraiter. Eh bien, je ne suis pas le seul. Et aujourd'hui, dans Dialogue, je reçois Monique de Kermadec qui vient d'écrire un livre sur le sujet. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors moi, je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale école de méditation dans le monde francophone, et auteur de nombreux livres. Alors, très rapidement, je vous parle de mon tout dernier, La magie de l'ordinaire, ou comment découvrir dans chaque moment de notre vie, dans les actions les plus simples que nous faisons, quelque chose de complètement magique qui peut transformer notre existence. Et maintenant, il est temps de faire la paix avec vous. Vous allez voir, c'est sur Dialogue et c'est passionnant. Bonjour Monique. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir parce que quand j'ai lu votre livre, évidemment, ça a touché quelque chose qui est central à mon propre questionnement, qui est le fait que on se méconnaît et on ne s'aime pas et que c'est un problème beaucoup plus grave que les gens ne le suspectent. Et avec votre travail de clinicienne, sur le terrain, votre livre permet vraiment d'explorer, je trouve avec beaucoup de finesse, comment ça se manifeste. Et un peu, comment on peut dire, c'est un peu aussi un sujet qui me hante. Je suis content qu'on puisse parler de cela. Vous constatez que c'est pas la... Vous dites très bien, les gens viennent vous voir parce qu'ils vont pas bien, oui. Parce qu'ils sont en train de faire une dépression, un burn-out, ils sont en rupture, en conflit, oui. Et ils ne voient pas qu'en fait, leur problème, c'est qu'ils manquent d'amour pour eux-mêmes et de connaissance d'eux-mêmes. Les gens viennent pas oui. Presque personne ne vient vous faire une consultation, vous dire « je vais pas bien parce que je m'aime pas ». Les gens disent je viens vous consulter parce que j'en peux plus de ma mère, de mon père, de mon frère. Tout à fait. Et vous vous rendez compte dans le regard clinique qu'ils ne voient pas que c'est pas du tout que ceux qui viennent est que la conséquence d'un autre problème. Et c'est ça que je trouve vraiment oui. Qui est très peu dit et que je trouve très très important. Oui, c'est même étonnant de voir à quel point les personnes ont peu conscience de ne pas se connaître. Elles ont cette illusion de se connaître sans percevoir ce qu'elles ont construit au fil des relations et du temps, et pourquoi elles sont ce qu'elles sont et pourquoi elles vivent un inconfort à être ce qu'elles sont. Alors, bien évidemment, lorsqu'on parle à quelqu'un pour la première fois, on ne peut pas immédiatement aborder avec la personne ce sujet. C'est en l'écoutant qu'on va se rendre compte le décalage qui peut exister entre ce qu'elle est et ce qu'elle pense être. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est très bien. Il y a un décalage entre ce que je crois être oui. et ce que je suis. Est-ce que vous donnez quelques exemples qu'on voit, par exemple ? Oui, ce décalage vient souvent dans des situations, je dirais, peut-être un petit peu moins personnelles, où on adopte une certaine personnalité, où on va jouer un certain rôle dans la relation avec l'autre, et où on pense que c'est quelque chose que nous construisons dans l'instant. Or, c'est une façon de faire, une façon d'être que nous avons peu à peu construite au travers des relations du passé. Nous avons appris un mode d'emploi, et ce mode d'emploi peut nous amener à être très différents de ce que nous sommes, ne pas montrer à notre moi intime d'une certaine façon, et nous cacher derrière une personnalité de façade. On le voit dans le comportement lorsqu'une personne essaye, par exemple, de donner
une certaine image, ou au contraire, éviter qu'on la connaisse. Parce qu'il y a ça aussi, dans le rapport à l'autre, on peut être fuyant sans se rendre compte qu'on l'est. On peut se cacher. Et c'est une façon de demander à l'autre, en quelque sorte, de nous connaître au travers de ce que nous créons dans le moment. Je le vois avec des personnes de tous âges, moins avec les enfants. Les enfants sont beaucoup plus directs et plus nature. D'ailleurs, c'est quelque chose que l'on constate en thérapie. L'enfant vient de façon très nette, très directe, et sollicite beaucoup plus émotionnellement le thérapeute que l'adulte qui, lui, a appris à se transformer dans une situation nouvelle. C'est un peu paradoxal. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'enfant, qui, d'un certain point de vue, ne se connaît pas au sens théorique, tout à fait, est en fait beaucoup plus proche de lui-même. Donc, oui. d'un point de vue, il se connaît mieux oui. que, dans ce oui. sens-là, il sait ce qu'il a envie, il sait ce qu'il a besoin. Voilà. Donc, c'est ça dont on parle. Oui. Alors que beaucoup d'adultes, quand on dit qu'ils ne se connaissent pas, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont envie, ils ne savent pas ce qu'ils désirent, ils ne savent pas donc du coup être naturels. Et tout ça vient de cette méconnaissance et de ce décalage. Oui. Alors certaines circonstances vont nous permettre de découvrir des choses très importantes sur nous-mêmes. Ça peut être bien évidemment un événement où tout d'un coup on va découvrir que nous réagissons d'une manière totalement inattendue. Nous pensions qu'on réagirait d'une certaine façon, or dans les circonstances, on est tout à fait autre. Donc là, c'est quelque chose de nous qui apparaît. C'est quelque chose de nous qui apparaît et dont nous prenons conscience. Je dirais même, à titre personnel, je me suis rendu compte qu'arrivant, je dirais, aux États-Unis, au moment où un ouragan allait passer sur la ville et que l'aéroport se fermait, certaines personnes sont toutes parties ensemble boire un verre et se remonter le moral, et d'autres sont restées toutes seules. Et j'ai fait partie de ceux qui restaient seuls. Mais si vous me l'aviez demandé avant, j'aurais été incapable de vous dire que dans une situation stressante, je n'irais pas chercher auprès des autres un réconfort. Et je le vois très souvent dans les récits de vie d'hommes et de femmes que je rencontre, comme ça, de grands moments de surprise sur qui ils sont. Bien sûr, la maladie, la douleur, les pertes nous font aussi prendre conscience de tout un nombre de choses qui font partie de notre moi, que l'on n'a pas apprécié jusque-là. Voilà, on peut comprendre que ne pas savoir de soi-même, qu'on a besoin plutôt de solitude dans un moment de difficulté, ça, au fond, c'est pas si grave. Mais il y a certaines choses de ne pas connaître de soi qui entraînent une très grande souffrance, parce que du coup, je ne peux pas me décider, oui. je me sens vide, je me sens à côté de moi, je me sens victime des autres, je me sens victime du monde. C'est tout ça que vous décrivez très bien. Oui, je pensais à ceux qui aussi, par exemple, n'ont pas conscience de leur dépendance à l'autre, de leur incapacité à être seul ou à faire seul, et qui vont découvrir ça au moment d'une rupture, d'un deuil ou quoi que ce soit, et qui vont s'effondrer, parce que dans les faits, tout était construit sur le support que l'autre offrait. Et sans ce support, sans ce soutien, ils se retrouvent, je dirais, dans l'inconnu. Alors il y a un autre aspect de cette souffrance, c'est se négliger soi-même. Celui de se négliger. Ah oui. Vous parlez très bien de... On ne sait pas prendre soin de soi à tous les niveaux. Tout physique, émotionnel, au niveau même de notre propre âme. Et vous montrez très bien qu'on se néglige, beaucoup de gens se négligent, pas parce qu'ils font pas bien, pas parce qu'ils ne savent pas, mais juste à cause de cette coupure avec eux-mêmes. Tout à fait, et je ne pense pas uniquement à la négligence physique, ce qui peut arriver dans une dépression profonde, la personne ne fera plus attention à son apparence extérieure, par exemple. Mais je pense à, je dirais, une négligence dans le rapport à l'autre. On ne se rend plus compte que le contact n'est plus là, qu'on est absent. Cette absence va bien évidemment induire un sentiment de profonde solitude, de dépression, d'une solitude négative, bien sûr. Se négliger, c'est aussi ne plus avoir conscience de ce dont on a vraiment besoin.
Nous sommes aujourd'hui dans une société où on nous dit constamment ce que nous devrions faire, ce que nous devrions acheter, ce que nous devrions vivre, qui ne correspond pas nécessairement à nos besoins ou à qui nous sommes. Donc même là, nous n'avons pas toujours conscience de ce besoin de répondre à ce qui nous appartient et non pas à ce que l'on nous dicte. La négligence peut même aller jusqu'à une manière d'être en échec, de se mettre en échec. Tout à fait. Et même une forme de sabotage. Alors là, encore une fois, on ne voit pas « je suis en échec ». Oui. Les gens vont dire « j'ai pas de chance » ou « je Exactement. suis pas doué ». Oui. Ils vont pas voir du tout qu'ils sont en échec. Et qu'ils participent à cet échec. Parce qu'ils ne s'aiment pas, parce qu'ils ne se connaissent pas, parce qu'ils ne se rencontrent pas. Tout à fait, parce qu'ils ne se font pas confiance. Et on a souvent cette constatation, je ne suis pas fait pour le bonheur, par exemple, ou ma vie est sous une mauvaise étoile. Ça, c'est faux. Je veux dire, il n'y a pas de souffrance qui doit être la nôtre de la naissance à notre mort. C'est vraiment le sentiment de n'avoir aucun pouvoir sur sa vie et sur nos choix. Et c'est pour ça que j'insiste si fortement sur l'importance de prendre le temps, de prendre le recul nécessaire pour connaître nos besoins physiques, nos besoins émotionnels et nos besoins spirituels. Et alors, là, il y a un autre point de votre analyse que je trouvais très, très fin, c'est être allergique à la critique. Et là, je trouve ça vraiment très bien vu, parce que les gens ont l'impression que si je refuse qu'on parle de mes défauts, c'est parce que je m'aime beaucoup, donc je veux pas que vous montrez très bien que je refuse la moindre critique parce que je me connais si mal que je ne peux pas le supporter, que je ne peux pas l'intégrer, que je ne sais pas... Tout à fait, oui. On n'a pas conscience à la fois de ses forces et de ses vulnérabilités, et la critique, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, est destructrice, parce que je croyais... pense-t-on donner une image positive, et si vos propos me font tout d'un coup découvrir que je ne suis pas aimable, que je fais mal, que je suis là, je ne saurais plus que faire. Je ne peux pas accepter cette critique. Si je me connais, ce n'est pas grave. Je peux avoir des points de vulnérabilité auxquels je peux être attentif. Je peux savoir comment modifier mon comportement pour avoir un meilleur rapport avec l'autre, et un meilleur rapport avec moi-même. Donc ça, c'est un très bon critère. Si je ne supporte pas la critique, ça me blesse, c'est le signe qu'au fond, je n'ai pas développé cette estime, cette affection envers moi-même de base que je mérite. Et quand j'ai cette affection de base pour moi, la critique peut me faire de la peine, me toucher, mais je ne suis pas allergique à elle. Oui, tout à fait, parce que je dirais que s'aimer, ce n'est pas simplement penser que nous sommes pourvus de qualité. S'aimer, c'est connaître aussi les points plus négatifs, nos manques, nos défauts. Et dans notre rapport à l'autre, il est important que nous en ayons conscience pour que ce rapport se passe bien et ne pas simplement nous arrêter à une blessure narcissique. Donc là, on parle de ce qui concerne tous les êtres. Donc voilà, c'est vraiment les êtres, et particulièrement dans notre temps, ont beaucoup de mal à juste pouvoir être bien avec eux, avec affection. Mais vous êtes surtout connu pour tout un travail sur les neuroatypiques, les surdoués, et vous avez remarqué que les je ne sais pas comment les appeler aujourd'hui. J'ai toujours continué à les appeler les surdoués. Donc les surdoués, paradoxalement, souffrent beaucoup d'une mésestime d'eux-mêmes. Tout à fait, mais ça peut commencer. C'est presque comme ça que vous avez repéré le mécanisme. Tout à fait. Ça commence très tôt, parce qu'on peut être critiqué, que ce soit en famille, que ce soit à l'école ou par les camarades, parce qu'on est différent. Une différence que l'autre ne s'explique pas, qui le met mal à l'aise, qui le sort de sa zone de confort. Et à ce moment-là, on a l'impression qu'on échoue à avoir une relation positive, on échoue à obtenir de l'autre ce que nous aimerions pouvoir obtenir, on échoue à faire partie du groupe. Donc, sur cette base d'échec, il est évident que
on peut énormément douter de soi et chercher à se transformer. Et à ce moment-là, pour s'intégrer, on va être tenté d'adopter un faux self. Je vais me construire quelque chose que j'imagine acceptable par vous. Ce n'est pas vous nécessairement qui me le demandez, mais moi j'arrive à cette conclusion que pour vous plaire, je vais devoir me comporter d'une certaine manière. Donc, comme je me sens très différent, je vais encore plus avoir tendance à jouer un rôle, le faux self, et donc je vais avoir encore plus la tendance à me mésestimer. Donc on voit bien là, je trouve vraiment éclairant et stupéfiant, c'est qu'on voit bien qu'on se mésestime, non pas parce qu'on ne vaudrait pas grand-chose, ou qu'on serait déficient, mais on manque d'estime de nous-mêmes, parce qu'on ne sait pas comment faire avec notre singularité. On a l'impression qu'elle ne peut pas être acceptable. Alors, certains surdoués, et certaines personnes, sans être surdouées, vivent très bien avec elles-mêmes, parce que dès tout petits, ils ont connu dans un milieu familial, je dirais, un entourage qui était positif, un entourage qui tolérait leurs différences, et donc ils n'ont absolument pas conscience d'être différents, et que cette différence est un problème. Si par contre on cherche à nous normaliser, à nous rendre tels que les parents nous attendent exactement, tels que l'école nous attend, bien, nous allons rapidement consolider cette conscience que nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Comment vous êtes intéressé aux surdoués ? Comment c'est venu ? Je pense que ça a commencé avec ma vie aux États-Unis. J'ai commencé mes premières études universitaires dans une université qui avait un très bon département de psychologie et qui faisait passer à tous les étudiants une batterie de tests, dont un QI. Donc, j'ai découvert les tests de QI en allant aux États-Unis. Et puis, c'est à quelle université ? L'université du Minnesota. Et j'ai aussi découvert aux États-Unis, il y avait déjà un intérêt pour la douance, pour les enfants précoces. Et on n'en parlait pas encore vraiment tellement en France. Mais pendant ce séjour, pendant mes études, pendant, je dirais, ma propre vie là-bas, je me suis intéressée à ce sujet. Après, je dirais que de retour en France, mon analyse personnelle, mon parcours ont continué à cet intérêt. Et puis j'ai un énorme plaisir à travailler avec eux. Moi, j'aime beaucoup leur façon d'être, leur originalité, leur rapidité de pensée, leurs exigences, leurs attentes dans la vie. C'est un plaisir particulier pour moi de travailler avec eux. Vous êtes vous-même surdoué ? C'est un sujet que je préfère, je dirais, je ne veux pas faire de réclame. donc voilà, donc vous avez été... C'est un sujet qui effectivement me concerne. Voilà. Donc c'est parce que voilà, vous êtes une des premières à vous engager dans essayer de comprendre, essayer de comprendre la spécificité avec voilà ce qu'il faut vraiment dire, le paradoxe. C'est qu'on pourrait croire comme ça quand on ne connaît pas du tout qu'un surdoué se sent très fier d'être surdoué. En fait, pas du tout. Les surdoués se sentent très mal à l'aise de leurs différences. Et c'est vrai que des fois, surdoués, moi, je n'aime pas trop le mot, parce que il y a une intelligence qui est développée à certains endroits, mais du coup, ça induit certaines faiblesses à d'autres endroits. On n'est pas nécessairement Léonard de Vinci parce qu'on a un QI élevé. On peut très bien... Et c'est d'ailleurs ce que montrent les tests. Les tests vont montrer dans nos différents modes de pensée quels sont les modes de pensée privilégiés. On est rarement dans une avance semblable dans tous les différents modes de pensée. Donc, c'est l'intérêt, je dirais, des tests, non pas tant pour confirmer que nous sommes surdoués ou pas, c'est pour nous aider à comprendre notre fonctionnement cognitif. Donc là, on commence à comprendre comment ça se met en place. Donc, on voit, nous nous aimons pas, ça prend plein de formes différentes. Et on voit que nous nous aimons pas, encore une fois, non pas parce qu'on s'aime pas, mais parce qu'on a intégré le regard de la société ou des autres. Tout à fait. Et donc, on va essayer d'explorer, parce que, comme je disais, avec beaucoup de finesse, vous essayez de montrer tout, comment ça se construit, les raisons de cette méconnaissance de soi et ce désamour envers soi. Donc, le premier, c'est la pression sociale et le regard de l'autre. Tout à fait, oui. Le regard de l'autre, nous nous construisons d'ailleurs au travers du regard de l'autre.
Il est impensable de vivre sur une île déserte en vase clos et d'avoir peut-être vraiment conscience de qui nous sommes. C'est au travers de nos échanges que petit à petit nous construisons une représentation de nous-mêmes. Et un des poids de la pression sociale, c'est que ça me donne un modèle de réussite qui peut ne pas du tout me correspondre. Et c'est là qu'il va au fond, on est prisonnier le modèle de réussite joue un rôle que vous analysez. On peut être prisonnier du modèle de réussite de nos parents. Moi, j'ai vu plusieurs personnes me dire, soit un homme de 50 ans qui est venu me voir et qui m'a dit « Je suis médecin, mais le jour où ma mère est décédée, j'ai arrêté de pratiquer la médecine. » Donc, parce qu'au fond, ça ne me plaisait pas du tout. Parce qu'il n'y avait aucun... Voilà. Je n'ai pas réussi à dire non au désir de ma mère. Exactement. J'ai vu un jeune couple, lui avait fait Polytechnique et elle avait fait Normal Sup. Ils ont dit, on a été mis sur des rails et aujourd'hui on se demande pourquoi nous sommes là, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ont conscience d'un parcours qui est un parcours de qualité aux yeux des autres, mais qui n'était peut-être pas à l'origine leur propre parcours. Et donc ça crée une dissonance oui, parce qu'il y a un moment, où on doit se poser la question, est-ce que je suis à la bonne place ? Si on n'est pas à la bonne place, nous passons à côté de notre vie. C'est fou que dans notre monde, c'est pas bien vu de poser cette question-là, encore aujourd'hui. On a l'impression que c'est égocentrique, une question de privilégié. Oui. S'intéresser à soi, nous nous intéressons bien aux autres. Nous sommes très attentifs aux besoins des personnes qui nous sont chères. Nous sommes attentifs aux autres, même plus distants. Pourquoi devrions-nous nous négliger ? Ça n'est pas nécessairement être égocentrique. Il est important de pouvoir tenir compte de nos besoins, de ce qui nous rend heureux, de ce qui nous anime, nous motive. Et puis, donc, il y a aussi la famille. On en a parlé un peu. Il y a... la famille, ça peut être un espace de profonde souffrance, malgré tout ce qu'on voilà, a priori, la famille est un espace de sécurité et d'amour inconditionnel, mais on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas et que certaines personnes arrivent à l'âge adulte en étant, je dirais, très abîmées, en ayant perdu à la fois confiance en eux-mêmes et en ayant une image vraiment déficiente. Il y a la famille, mais il y a le couple aussi. Ah oui, j'allais y venir. Voilà, le nombre de fois où nous essayons de nous transformer au début d'une relation pour plaire à quelqu'un ou pour convaincre cette personne que nous sommes la bonne personne, on peut être tenté de jouer un rôle. Et le nombre de personnes qui m'ont dit oui, je pouvais percevoir au début des traits qui ne me plaisaient pas, mais je me disais que je le ferais changer ou je la ferais changer. Pour découvrir 6 mois, 8 mois plus tard que si l'autre n'a aucune intention de changer et ne peut changer, nous sommes dans une situation difficile. Ouais, puis vous montrez aussi que dans le couple comme dans la famille, je me sens pas autorisé à changer aussi. Parce que le regard de l'autre sont peut-être contents de la posture que je prends. Oui. Et je sens un appel en moi de changer peut-être mon comportement, mes intérêts, de métier, de position même dans le monde. Et c'est ça aussi, un des poids écrasants de mes connaissances, c'est que je sens que ça, j'ai pas le droit. Alors, que les gens m'ont enfermé dans... Oui, mais j'espère que le couple réussi est un couple qui laisse un espace de liberté à l'autre. Avant, on ne vivait pas 50 ans ensemble. Aujourd'hui, nous vieillissons, nous devenons très âgés, et il y a des couples qui ont vécu un nombre incroyable d'années ensemble. Le fait d'être deux ne devrait pas empêcher l'un ou l'autre d'être un à part entière, avoir droit à une évolution personnelle. Parce que nous changeons au cours de la vie. Nous sommes très différents. Il suffit de regarder ce que nous avons écrit à 20 ans et de voir ce que nous écrivons 30 ans plus tard, par exemple. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux que vous analysez beaucoup, qui aussi participent d'une forme de méconnaissance de nous-mêmes. Tout à fait. D'abord parce qu'ils nous offrent certains modèles.
Pour les adolescents, par exemple, vouloir ressembler à tel ou tel modèle peut devenir une obsession, ça peut être très important. Et puis les réseaux sociaux nous donnent, je dirais, une certaine image corrigée de la vie. Généralement, on se montre sous son meilleur aspect dans un moment de joie et de bonheur. Et la vie est plus complexe que cela. Donc, lorsqu'on consacre trop de temps à ce que nous percevons sur les réseaux sociaux, nous courons le risque d'avoir une connaissance, je dirais, très partielle de la vie et des relations. Donc tout ça, on montre, voilà, il y a plein de raisons qui font que c'est tellement difficile de se trouver et de se retrouver. Oui, parce qu'on a peur d'être égoïste aussi. On nous apprend dès tout petit que nous devons faire attention à l'autre, que l'on doit prendre soin de l'autre. Et on oublie de nous dire que nous devons nous aimer aussi. Et que nous sommes importants aussi. Donc, ça me hante, moi, cette question. C'est bien parce que le Christ dit quand même « aime ton prochain comme toi-même ». Il n'a pas dit « aime ton prochain et déteste-toi » parce que si jamais tu t'aimes, ce sera autant de voler aux autres. Ou moi, j'aime beaucoup dire on nous fait croire que l'amour, c'est comme un gâteau. Oui. Si tu en manges une part, il y en aura moins pour les autres. Alors qu'en réalité, c'est absurde. C'est pas parce que au contraire, en m'accordant de l'amour à moi-même, il y en a encore plus pour les autres. Tout à fait. C'est l'autre logique, c'est pas la logique du gâteau, la logique de l'amour. Tout à fait. Oui, c'est bien la peur de tous les enfants uniques. Le jour où il arrive un petit frère ou une petite sœur, il va falloir partager l'amour de papa ou de maman. Il n'en restera pas assez pour moi, ou je n'en aurai pas autant qu'auparavant. C'est une crainte assez répandue. Pourquoi c'est pas de l'égoïsme de s'aimer ? L'égoïste, c'est quelqu'un qui pense essentiellement à lui-même, à sa satisfaction, et l'autre n'est qu'un objet utilisé pour sa propre satisfaction. Je pense que la personne qui s'aime avec une certaine générosité ne va pas avoir ce genre de comportement. Au contraire, l'autre est quelqu'un c'est une personne à découvrir, c'est quelqu'un qui à la fois comme moi est différent de moi, et aller vers l'autre n'est pas dangereux, je ne vais pas me perdre. Si bien évidemment l'autre représente une injonction à être différent, à me changer, l'autre est une menace. Autrement, bien évidemment, nous sommes totalement disponibles pour l'autre. Je comprends difficilement comment on peut rester convaincu tout au long d'une vie que s'accorder du temps, s'accorder une réflexion est un acte égoïste, au contraire. Oui, c'est bizarre, il y a cette croyance, elle est partout répandue. Oui. Et c'est vraiment très... Oui. Elle ne tient pas dès qu'on l'examine, oui. Mais il y a cette croyance sociale d'une violence extrême, au fond. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression qu'on se trompe du tout au tout dans l'analyse de nos sociétés. On nous a fait qu'on est une société de gens de plus en plus individualistes. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est une société de gens qui sont de moins en moins des individus autonomes, de plus en plus soumis à des diktats, à des phénomènes de masse. On voit les menaces sur la démocratie et tout ça, les manipulations. Moi, j'ai l'impression qu'on est une société de gens de plus en plus manipulés, manipulables, de moins en moins autonomes, de moins en moins à même de penser par soi-même. Et on nous raconte toute la journée que les gens sont individualistes. Je me dis, mais ouvrez les yeux, c'est le contraire. Et je trouve ça intéressant. Moi, je suis plutôt philosophe. Vous, dans la clinique, des gens que vous voyez que la souffrance des gens, c'est exactement ça. Et on se trompe, mais c'est la manipulation marche très bien quand on commence à nous angoisser. À partir du moment où, effectivement, on arrive à nous mettre en position d'avoir peur, eh bien, on va essayer de se rassurer auprès d'une autorité qui va nous dire ce qui est bon pour nous. Et être soi-même, c'est éviter cette angoisse. Je pense que ça évite une bonne partie d'angoisse. Bien évidemment, nous avons tous un point sensible qui peut-être peut être touché par un certain discours d'une certaine personne à un moment donné, mais on est plus armé. Maintenant, quand on parlait de manipulation, moi je repensais aux relations avec des pervers manipulateurs, où la personne est d'autant plus victime qu'elle doute d'elle-même. Si elle ne doutait pas autant d'elle-même, elle ne s'accrocherait pas
à une personne qui au début la narcissise et qui après la réduit en copeaux. Donc, à nouveau, cette protection de l'amour que nous pouvons avoir pour nous-mêmes est fondamentale. Mais c'est abyssal comme nous ne le savons pas. Notre monde ne nous l'apprend pas. C'est pour ça qu'il faut lire votre livre. Notre monde ne nous l'apprend pas. Et quand on nous en parle de travers. C'est ça aussi que vous montrez. Parce quand les gens parlent de s'aimer soi-même, c'est ridicule. C'est abstrait. Et comme vous dites... j'aime bien ce que vous le dites avec beaucoup de points, avec beaucoup de précision. S'aimer, se rencontrer, c'est pas du tout penser à soi en premier. Et j'aime beaucoup quand vous précisez ça. C'est pas du tout... Ah oui, c'est d'abord moi. C'est pas du tout ça. Non. Vous montrez l'urgence d'apprendre à s'aimer et se connaître, mais vous montrez que ça n'empêche pas d'être responsable, d'être altruiste, même parfois de se donner pour les autres. Est-ce que vous voulez essayer de montrer pourquoi c'est pas la même chose, pourquoi c'est pas bon de penser à soi-même et que justement s'aimer, c'est pas penser à soi toujours en premier? Alors, j'ai été frappée, c'est un petit pas de côté, mais j'ai été frappée par le fait que lorsqu'on parle d'amour, on pense toujours à l'amour destiné à l'autre. Et il y a même quelqu'un qui, voyant le titre du livre, s'est dit, c'est peut-être aimer l'autre personne, connaître l'autre personne. L'amour est rarement abordé comme quelque chose qui nous est destiné. Et alors, bien évidemment, nous ne recevons aucune éducation, à moins d'avoir eu des parents ou le bonheur d'avoir eu quelqu'un de proche qui a su nous transmettre ceci, qui a su nous donner la permission de nous attarder sur nous-mêmes. D'ailleurs, pour pouvoir le faire, moi je dirais que nous sommes obligés de nous extraire de la société. On a besoin d'une solitude, et d'une solitude positive. Aujourd'hui, elle est de plus en plus difficile dans notre société. On est rarement seul et on est rarement non stimulé, que ce soit par les images, par les sons, Là, vous avez raison. Si on ne fait pas l'expérience de la solitude, on ne peut pas s'aimer et se rencontrer. Absolument. On est tout le temps victime. Oui. Alors, vous avez des phrases, je vais les lire parce qu'elles sont tellement belles. L'amour de soi, c'est prendre soin de soi. L'égoïsme, c'est abuser de l'autre. L'amour de soi, c'est savoir se poser des limites. L'égoïsme, c'est n'en accepter aucune. Oui. L'amour de soi permet de se connecter aux autres en profondeur. L'égoïsme construit un mur entre soi et les autres. L'amour de soi est un choix. L'égoïsme est un refus des autres. L'amour de soi oblige à se concentrer sur ce qui nous est essentiel, sur ce qui compte d'une façon authentique dans la vie, et à reléguer au second plan les désirs superficiels. Oui. Donc je trouve que là, on voit bien, là vous avez vraiment, je trouve très bien synthétisé, rassemblé, à quel point on les confond, mais dès qu'on regarde, il n'y a pas plus opposé que le fait de s'aimer et que l'égoïsme. Oui, tout à fait. Et j'aimerais qu'on en prenne conscience avant que ce ne soit trop tard, que nous prenions le temps nécessaire. Et je connais votre travail avec la méditation, je pense que c'est très important que nous arrivions à prendre ce temps où nous pouvons nous extraire de toutes les sollicitations extérieures et où nous pouvons effectivement être là pour nous-mêmes et nous déconnecter. Je trouve que c'est beau ce que vous dites, être là pour soi-même. Au fond, c'est peut-être... Je voulais que dans la dernière partie de notre entretien, on voit comment on fait. Là, on a essayé de montrer un peu le constat et les causes de ce problème. Mais en fait, là, vous avez déjà quand même donné la clé du chemin. C'est d'être là pour soi-même. Et au fond, la plupart des êtres humains ne savent pas être là pour eux-mêmes. Ils savent s'utiliser, s'instrumentaliser, répondre aux besoins des autres, se condamner, se culpabiliser sans vouloir, mais être là pour soi-même. Mais j'ai un patient qui un jour m'a dit « J'étais tellement là pour les autres que je m'en suis oublié. » Au point où, à 45 ans, il a pris conscience que dans les faits, étant un bon fils, étant un bon élève, étant un bon compagnon, il s'était oublié. Parce que pour être bon, selon la définition qu'on lui avait donnée dès sa petite enfance, il fallait avant tout penser à l'autre. Devenir son meilleur ami est quand même un projet. Nous faisons des efforts pour nos amis, mais nous ne faisons pas les mêmes pour nous-mêmes.
C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Oui. C'est difficile d'être ami avec soi-même. On a tellement de raisons de s'en vouloir. On voudrait tellement être moins fragile, être moins sensible, être moins en colère, être moins... Et d'assumer ses erreurs. C'est aussi tout ça, très difficile. C'est beaucoup plus logique, à première vue, Oui. de s'en vouloir. Puis on a l'impression aussi... moi, je me souviens... on a été éduqués que pour avancer, il faut se foutre un coup de pied au cul. Oui. Donc on a l'impression que si je suis gentil avec moi, si je suis avec moi, c'est une démission. Oui. Je vais devenir tout mou. Oui, c'est une mollasse. Et que si je veux avancer, ben, il faut que je me frappe. Donc au fond, on sait qu'il ne faut pas frapper les enfants, mais au fond, chacun d'entre nous croit que se frapper lui-même pour avancer, ben, c'est la bonne solution. Ça paraît tellement aberrant. Quand vous le dites, ça paraît aberrant. Mais il faut vraiment arriver à déconstruire. La croyance, c'est aberrant, mais comme ça passe comme ça, là, on ne se rend même pas compte. Donc on est convaincu sans voir le mécanisme. Et la plupart des gens sont complètement convaincus, n'oseraient pas frapper leurs enfants et leurs conjoints, mais trouvent naturel de s'insulter, de dire « espèce de con, tu n'aurais pas dû faire ça ». Ça me paraît tellement difficile d'imaginer qu'on puisse se traiter de cette manière-là. Je sais que... vous le voyez oui, je le vois tous les jours. Mais c'est peut-être justement une des raisons qui m'incite à continuer et à avoir un intérêt pour ces hommes et pour ces femmes qui, sans s'en rendre compte, se maltraitent. C'est fou. Oui. Peut-être parce qu'on leur a appris qu'avoir l'esprit critique et de savoir faire une autocritique était une valeur en soi. Hein, qu'un être pensant se doit de consacrer à l'autocritique de temps en temps pour pouvoir améliorer son comportement, son rapport à l'autre. Oui, et puis il y a toute cette idée que si je fais un compliment à quelqu'un, oui. Il va dire c'est pas sincère, c'est parce que je veux quelque chose. Et donc avec nous-mêmes, c'est pareil. Du coup, on est pris dedans. Nous pouvons quand même être généreux avec nous-mêmes, c'est-à-dire savoir nous complimenter lorsque nous avons bien fait quelque chose. Ça, être heureux de ça. Ça, c'est vraiment... c'est difficile pour certains. Je pense pas. Je sais pas pourquoi je pense à ma grand-mère. Oui. C'était impossible pour elle. Elle était en faute du matin au soir, tout le temps. Oui. Alors, il peut y avoir un impact de la religion sur ça aussi, quand même. Au-delà de ce qui appartient à la névrose, il peut y avoir aussi une éducation qui incite l'autre à l'autocritique tout le temps. C'est impressionnant comment le Christ qui est venu pour dire aux gens de s'aimer, qui n'arrête pas de montrer aux gens qui s'aiment, comment son propos est devenu l'occasion d'inventer de nombreuses formes de religiosité qui nous condamnent, nous culpabilisent, qu'on est en faute, et que s'aimer, dans le discours qui n'est pas le discours profond des évangiles, il y a une confusion entre le péché d'orgueil et le fait de s'aimer. Il y a une confusion entre les deux. Les gens confondent l'un et l'autre. C'est quand même assez... Oui. Si on le prend, je dirais, de façon très directe, on va effectivement arriver immédiatement à l'autocritique. Et pour s'aimer, moi, je pense qu'on doit savoir reconnaître ce que nous sommes capables d'accomplir et de nous récompenser de cela, mais aussi d'exercer quand même une certaine critique et voir comment nous pouvons améliorer certaines choses. On ne peut pas simplement, je dirais, se mettre dans un amour de soi aveugle où on se pardonnerait tout. On pourrait... Pas de la complaisance. Non, tout à fait. On l'a vu tout à l'heure. Ce qui m'avait beaucoup frappé dans votre analyse, c'est que vous montrez très bien que les gens qui ne peuvent pas supporter la moindre critique, c'est pas parce qu'ils s'aiment, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas. Oui. Et donc, s'aimer pour de bon, c'est pouvoir se critiquer, mais de manière constructive, sans se faire de la peine, pour avancer et d'être complètement à l'aise avec les... Ah ben oui, mais là, ce que j'ai fait, c'est nul. Oui. Mais c'est pas parce que je dis que ce que j'ai fait, c'est nul, que je crois que je suis nul. Je fais très bien la distinction, et au contraire, je suis ce que vous appelez dans votre livre beaucoup le fait d'être responsable. Tout à fait, et je crois qu'on peut percevoir l'écart entre nos actes et nos valeurs, et que par moments, justement, lorsque nous considérons que nous n'avons pas été tout à fait en harmonie avec nos valeurs profondes,
une certaine autocritique est justifiée. Mais ça n'est pas s'installer dans la critique personnelle à long terme. C'est prendre conscience et choisir de modifier son comportement. Donc il faut pouvoir accepter, voilà, de critiquer ce qui ne va pas en soi pour avancer. Oui. Et puis vous dites aussi affirmer l'éclat de son potentiel. J'aime bien votre formulation. Et je crois que nous sommes très souvent aveugles sur ce que nous sommes capables de faire. On nous a donné dès l'enfance je dirais, il y a eu des compliments, il y a eu des critiques, on nous a dit que nous étions bons pour ceci, mauvais pour cela, mais nous n'avons pas toujours eu l'occasion d'explorer nos potentiels. Nous n'avons pas toujours eu l'occasion de découvrir ce qui est en nous et que nous n'avons encore jamais découvert. J'ai vu, par exemple, pendant la Covid et le confinement, j'ai été frappée par le fait que les personnes qui étaient restées chez elles avaient développé des activités ou repris des activités du passé qu'elles n'avaient pas eues avant. Il y en a qui se sont remis au piano, il y en a qui se sont mis à la peinture, il y en a qui ont fait du tricot. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, nous négligeons certaines aptitudes ou certains talents parce qu'on les a mis de côté il y a très longtemps. Et à moins d'un événement particulier, nous n'allons plus fouiller, chercher dans ces réserves ce que nous avons et qui peut nous permettre de contribuer au monde dans lequel on vit. On peut contribuer de mille et une manières. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour lever cette sorte de malédiction qu'est-ce que je peux faire pour apprendre à me connaître et m'aimer? Je dirais que la première étape, malgré tout, c'est de faire un état des lieux, essayer de le faire. Si on a du mal à le faire, essayer de le mettre par écrit, par exemple. Certaines personnes arrivent journellement à mettre quelques lignes sur ce qui leur a plu, ce qui leur a fait de la peine, sur ce qu'ils ont aimé, ce qui les a motivés. Si on prend le temps... C'est-à-dire de commencer simplement par un truc aussi simple. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Oui, qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'a apporté du plaisir? Une première étape. Oui, parce que 15 jours, 3 semaines ou 5 mois après, on découvre ce qui nous anime, on découvre ce qui nous fait du mal, ne nous convient pas. Et on peut découvrir des façons d'agir auxquelles on n'a pas été attentif dans nos vies. On découvre des choses sur soi. Par contre... il y a, au-delà de ça, il y a tout un nombre de questions que l'on peut se poser, bien sûr, qui faire une sorte de bilan. Où en suis-je physiquement, affectivement, émotionnellement, spirituellement? On peut se consacrer du temps, prendre du temps pour une solitude, déjà. On peut aussi prendre du temps et apprendre à méditer. C'est-à-dire que toute circonstance qui va nous permettre d'être une rencontre avec nous est à utiliser. Bien évidemment, parfois, nous avons beaucoup de mal, quel que soit ce que nous essayons, et si nous sommes vraiment bloqués, ne pas, je dirais surtout, ne pas renoncer à aller en parler avec quelqu'un d'extérieur. Alors, quand je dis un thérapeute, tout le monde pense que je prêche pour ma chapelle, mais lorsque nous en parlons à un ami, cet ami nous écoute, peut-être avec beaucoup de chaleur, d'ouverture, mais l'ami peut être tenté de nous donner des conseils qui sont en harmonie avec sa personnalité et que nous ne pouvons absolument pas appliquer, ils ne sont pas en harmonie avec la nôtre. L'important, c'est de pouvoir, dans un contexte neutre, aller fouiller en soi, partir à la découverte de ce qui nous est inconnu, qui va, jour après jour, nous permettre d'atteindre cette connaissance dont nous avons besoin. Il y a plusieurs chemins qui nous mènent à cette connaissance de nous-mêmes et qui nous mènent à cette acceptation de nous-mêmes. Parce qu'au fond, cet amour, il est généreux. Il est capable de critique, mais il sait aussi être généreux. Merci beaucoup. J'espère que ça donnera envie à tous ceux qui nous écoutent de lire votre livre et puis d'entrer dans ce chemin pour avoir un peu plus d'affection pour eux-mêmes. Merci beaucoup. Merci Fabrice pour vos questions qui m'ont été précieuses. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout,
abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.